Bonsoir, nous avons l'immense plaisir de recevoir le professeur Jean-François Akanji Kombe. Il est professeur à la Sorbonne, agrégé des universités, professeur à l'école de droit de la Sorbonne, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, directeur du centre de formation continue Panthéon-Sorbonne, doyen honoraire de la faculté de droit de Caen. Bonsoir professeur. Bonsoir, bonsoir. Nous allons d'abord parler de l'actualité typiquement sénégalaise avec ce grand débat relatif au mandat du président Macky Sall. Il veut réduire le mandat en cours. Le juriste étranger que vous êtes, comment vous percevez tout ce débat au Sénégal ? Écoutez, il me faut d'abord vous remercier de l'honneur que vous me faites dès ma première visite dans votre beau pays, de me retrouver sur votre plateau. Et c'est le préambule. Comme je suis là comme invité, je porterai le regard à la fois du juriste et de l'étranger, oui, comme vous m'y invitez. Et l'étranger, il regarde tout cela d'abord avec beaucoup d'intérêt. Compte tenu du débat. Même de loin, nous savons que le débat est vif, que c'est un débat passionné, mais que ça reste dans les limites du débat démocratique. Et ceci est quelque chose de très important dans le contexte africain, sachant ce qui se passe ailleurs lorsqu'on envisage la révision de la Constitution ou un changement de Constitution. En d'autres termes, le Sénégal offre un modèle exemplaire aux autres pays africains. Oui. De ce point de vue-là, sur le fonctionnement du débat et sur le fonctionnement, je dirais, institutionnel du débat, je sais bien qu'au Sénégal, il y a discussion sur la concertation, assez ou pas assez, mais il se trouve que je suivais encore tout à l'heure l'interpellation, en tout cas les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le Premier ministre et son gouvernement, et le débat se passe dans un climat qui confirme ce qui est la réputation du Sénégal sur le continent, qui est un pays de démocratie et peut-être même un modèle de démocratie. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est très intéressant et ce sera mon premier point. Le deuxième, c'est que nous sommes dans un contexte où on peut être étonné. Oui. On peut être étonné que le débat ait cette vigueur-là au Sénégal aujourd'hui. Pourquoi étonné ? Étonné parce que, d'abord, le débat, c'est un débat sur la révision de la Constitution. Oui. Il se trouve que cette révision ne concerne pas seulement la durée du mandat, il y a des questions tout à fait essentielles, qui sont abordées même de l'extérieur. C'est ce point-là qui focalise. Et puis le deuxième étonnement, c'est que nous sommes dans le pays du Sénégal émergent, le programme Sénégal émergent qui touche à la vie des personnes et des Sénégalais. Et donc, par rapport à cela, on peut être tenté, en étant à l'extérieur, de se dire, après tout, la question de la réduction du mandat de 2 ans ou pas, est-ce que ça a de l'intérêt ? Est-ce que ça a beaucoup d'importance ? Mais en même temps, je pense qu'il est important qu'il y ait ce débat-là, même s'il porte sur des symboles. Oui, et sur des symboles. Alors, la Constitution dit que le mandat pour lequel le président Macky Sall est élu est de 7 ans. Oui. Et est-ce que s'il décide de réduire son mandat, on peut dire qu'il a violé la Constitution du point de vue du droit ? Parce qu'il y a des juristes ou d'autres qui estiment que s'il réduit la durée de son mandat, il aura violé la Constitution. Je pense qu'il appartient d'abord à la Cour constitutionnelle sénégalaise de donner son avis sur ce point-là, et puis ensuite aux institutions sénégalaises de dire s'il y a violation ou pas violation. Je peux, à la rigueur, simplement donner mon sentiment sur des éléments du débat. Ce débat n'aurait pas eu lieu si le président Macky Sall n'avait pas fait une promesse de campagne, si je me souviens bien. Il y a eu une promesse de campagne qui se situe, et c'est le premier point, il faut bien distinguer les deux plans, qui se situe sur un plan politique. C'est une promesse politique aux citoyens de ce pays de réduire le mandat. Maintenant, la promesse qui a été faite, est-ce que c'était la promesse simplement d'une réduction limitée au mandat du président Macky Sall ? Je ne le crois pas. Je crois que c'était la promesse d'une transformation de l'institution présidentielle pour maintenant et pour après. Et évidemment, dès lors qu'on quitte le terrain de la seule personne
institutionnelle, naturellement, du président Macky Sall, oui. On est obligé de passer par la case révision de la Constitution. Et cette case révision de la Constitution sénégalaise contient toutes les dispositions nécessaires qui prévoient la procédure, les institutions qui interviennent et tout ce qui s'ensuit. Donc, oui. Je pense que, pour dire les choses comme je le crois, on a évoqué à un moment la possibilité pour le président Macky Sall de démissionner. De démissionner, d'organiser un référendum. C'est une manière de régler la question sur un plan politique en donnant une solution politique à un problème politique. Mais quand vous voulez asseoir une autre vision, une autre contexture de l'institution présidentielle dans le temps, il faut passer par la loi fondamentale. Très bien. Alors, nous allons évoquer une autre question relative à la transparence, la bonne gouvernance. Vous êtes au Sénégal dans le cadre d'un partenariat avec l'OFNAC, on peut le dire, en tant que responsable de la formation continue à la Sorbonne. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes quand même intéressé par le modèle sénégalais en termes de lutte contre la corruption, c'est ça? Alors, je sors d'une réunion d'ailleurs avec les responsables de l'OFNAC et je suis venu les rencontrer comme directeur de la formation continue, un directeur de la formation continue qui s'est donné comme objectif de porter le partenariat de la Sorbonne à l'étranger et en particulier vers l'Afrique et autour de la formation des professionnels. Voilà la raison pour laquelle je suis venu, mais avant que je ne vienne, l'OFNAC, un représentant de l'OFNAC, mon collègue Papa Ibra Kébé, était venu à Paris. Et nous avons déjà eu une première discussion à Paris où il a manifesté l'intérêt pour... L'intérêt ne vient pas comme ça du néant. Il se trouve que nous avons signé déjà un partenariat pour la construction d'une formation dans le cadre de l'Institut de formation des inspecteurs généraux d'État, dont le siège est actuellement à Yamoussoukro, mais qui engage aussi le Sénégal et donc l'OFNAC. Donc, et justement par rapport au modèle sénégalais en termes de lutte contre la corruption, en termes de bonne gouvernance, qu'est-ce que vous en dites? Alors, je laisse de côté le directeur de la formation continue et l'Africain, le juriste, le citoyen que je suis, est très intéressé par ce qu'il observe, d'abord s'agissant de l'institution de l'OFNAC. J'expliquais tout à l'heure, et j'étais sincère quand je le disais, que l'institution de l'OFNAC telle qu'elle a été décrite, définie par la loi et telle qu'elle s'est constituée par la suite, et telle qu'elle se projette dans l'avenir, est une institution qui sera d'un intérêt certain dans d'autres parties de l'Afrique, dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest d'abord, mais aussi dans d'autres parties de l'Afrique, parce que notamment il y a des frémissements en Afrique centrale autour de la question de la bonne gouvernance, autour des institutions qu'il convient de mettre en place, et si les citoyens et la pression intérieure ne suffit pas, il y a la pression internationale, des institutions internationales. Donc l'institution est très très intéressante, je pense même que c'est une institution qui est à la pointe aujourd'hui, notamment de par ses compétences élargies, y compris des compétences en matière de poursuite. Institution intéressante, vous dites. Est-ce que vous avez les mêmes appréhensions pour ce qui est de la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui a jugé Karim Wade et l'a condamné à 6 ans de prison? Alors là, très cher ami, cette question-là, je botterai en touche et vous comprendrez très bien pourquoi. Lorsqu'on n'a pas les éléments... D'abord, il s'agit là d'une procédure judiciaire. D'une procédure judiciaire qui est en cours et dont certaines étapes ont déjà été franchies, dont je suis informé, mais je me fais toujours un point d'honneur de ne pas me prononcer sur ce type de procédure. Ce sont des questions complexes, je n'y réponds pas. Complexes, mais quand même vous pouvez vous prononcer sur l'affaire Abbé, le Sénégal qui a organisé son procès. Oui, comment vous jugez tout cela? Je peux me prononcer au plan des principes. Et dire, premièrement, que je trouve vertueux que des pays africains, aujourd'hui, s'engagent dans la voie d'une lutte sans merci, à la fois administrative, mais aussi judiciaire, au plan pénal, peut-être au plan civil aussi, contre la corruption et contre la fraude qui mine nos pays, qui mine nos économies et surtout qui mine nos jeunesses. Et ceci est un chemin que je souhaite à c'est tout le mal que je souhaite à tous les pays africains. Ensuite, lorsqu'il s'agit du procès Habré, le procès Habré, là aussi, c'est un signal positif. On ne peut pas dire que le procès Habré a réussi en toute chose, parce que Hissène Habré n'était pas seul. Il y avait un système Hissène Habré. Ce qui signifie que vous n'êtes pas quelque part satisfait
du déroulement de ce procès, de la non, façon non, dont non, les choses sont la question, non, ça ne veut pas dire cela du tout. Oui. Ça veut dire simplement que, pour moi, l'Afrique est au début d'un processus qu'il faudra améliorer, pour la suite. D'abord, l'amélioration signifiera soit qu'il y ait une cour africaine de répression, une cour pénale africaine, oui, qui serait d'ailleurs la bienvenue, d'autant plus que, comme vous le savez, il y a un débat en Afrique sur le point de savoir si les États africains doivent se retirer de la Cour pénale internationale ou pas. C'est un débat que je regarde avec beaucoup d'amusement, oui, parce que ce sont les mêmes qui se sont levés pour aller signer, c'est-à-dire donner la parole de nos États en ratifiant le statut, oui, de la Cour pénale, oui, qui aujourd'hui se lève pour dire retirons-nous, mais les choses ne sont pas aussi simples. Les choses ne sont pas aussi simples. Et puis surtout, moi, je veux prendre au mot nos responsables politiques qui nous disent cela. Je dis chiche, banco, nous sommes tous d'accord sur l'objectif. Il faut que les Africains règlent leurs problèmes eux-mêmes et qu'ils jugent leurs criminels eux-mêmes, et puis y compris les criminels économiques. Oui. Cela veut dire retirons-nous de la Cour pénale internationale, mais non. Mais avant cela, mettons en place une Cour pénale africaine, avant cela, et mettons les garanties pour être sûr qu'un ancien chef d'État pourra être poursuivi, un ancien dignitaire pourra, oui, être poursuivi, un ancien cacique, oui, économique pourra être poursuivi. Je suis pour que l'Afrique ait ses propres institutions, mais à la condition qu'il donne satisfaction et qu'il donne efficacité. Oui. Très bien. Alors, deux petites questions, parce qu'il nous reste 1 minute et quelques secondes. La Centrafrique, votre pays d'origine, oui, l'élection présidentielle, c'est le 31 janvier prochain. Comment vous envisagez l'issue de cette élection, rapidement? D'abord, la République centrafricaine, c'est un pays des paradoxes. Et vous dites le 31 janvier, il y a déjà eu un glissement. Les élections auront lieu le 7 février. Finalement, oui. Finalement, le 7 février. Mais moi, ce que j'ai envie de retenir, puisque nous n'avons pas le temps, nous sommes au milieu du gué aujourd'hui. Nous sortons d'un enfer. Nous pouvons retomber en enfer demain. L'avenir de la Centrafrique est sombre. Nous pouvons retomber en enfer demain. Tous, oui, les ingrédients sont là. Il n'y a pas eu de coup de feu manifeste depuis à peu près 1 mois, mais il n'y a pas eu de désarmement non plus. Il y a des hommes politiques aujourd'hui qui sont tentés par cette voie-là de la force, du passage en force. Et mon espoir, et l'espoir sans doute de tous les Centrafricains, réside sans doute dans la manière dont les électeurs, les citoyens centrafricains se sont levés. 79% de participation dans un pays où chacun, en sortant, risque pour sa vie, risque pour ses biens, c'est extraordinaire. C'est ce signal-là que j'ai envie de retenir et dont je retiens pour l'avenir, oui, que quel que soit celui qui arrivera au pouvoir demain, il devra compter avec la jeunesse centrafricaine qui n'est après tout pas si différente que cela de toute la jeunesse africaine qui est en train de se lever. Par voie de conséquence... Vous prédisez un bel avenir pour la Centrafrique. J'y crois. Vous y croyez? J'y crois. Très bien. Alors, les attentats et les menaces terroristes. Mais les attentats et les menaces terroristes, nous sommes à la merci. Nous sommes à la merci de cela, quel que soit le continent. Nous y sommes confrontés maintenant sur le continent africain, sans doute parce que les organisations terroristes considèrent certains de nos pays comme étant des maillons faibles. Il est vrai que nous avons des questions, des territoires dont une partie ne sont pas maîtrisés, en tout cas ne sont pas contrôlés dûment contrôlés par les États. Donc ils peuvent circuler, ils peuvent notamment dans la bande du Sahel. Vous avez là un territoire pour ce genre de groupe ou de gang. Mais je pense que la solution de cela réside dans une coopération, mais une vraie coopération entre les États, entre les pays africains, mais pas seulement entre les pays africains, parce que pour une partie, je crois qu'il y a de la responsabilité de nos États, mais il y a la responsabilité aussi d'autres États qui sont venus créer sur le continent africain les conditions de la prolifération d'un certain nombre de groupes armés maintenant terroristes qui agissent, en tout cas qui se créent, s'entraînent en Libye, par
exemple, il n'y aurait pas eu cette situation en Libye si les autres ne s'en étaient pas mêlés de la manière que nous savons. Il n'y aurait pas la levée des Chebabs dans la Corne de l'Afrique s'il n'y avait pas eu toutes ces perturbations-là. Et puis, au-delà de la lutte contre le terrorisme, là, on en revient toujours à la même chose. Il faudrait que nous prenions nos destins en main pour conduire. Nous, Africains, prenions nos destins en main. Mais en étant toujours ouverts pour une coopération internationale qui est respectueuse des uns et des autres, de la souveraineté et de la dignité des Africains. C'est tout ce que nous demandons. Merci, professeur Jean-François Akanji Kombe. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé des universités, professeur à l'école de droit de la Sorbonne, Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui remercie TSF. Alors, à vous, Bouba, c'est fini pour ce soir. Retrouvez